Nous sommes ici rue de Fer, l'une des principales artères commerçantes de Namur. Vous le savez, nous sommes à 2 pas de l'Eldorado et sans doute connaissez-vous, ne serait-ce que de vue, le mur qui se trouve à côté de moi. C'est le musée des arts anciens du Namurois, également appelé hôtel de Gueffier-d'Estroi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette façade? Peut-être n'avez-vous jamais poussé la curiosité jusqu'à entrer? Eh bien, nous allons le faire ensemble aujourd'hui, accueillis par le conservateur de ce musée, Jacques Toussaint, et je le rejoins tout de suite. Monsieur Toussaint, je viens de l'évoquer, cet endroit porte deux noms, le musée des arts anciens du Namurois, mais aussi l'hôtel de Gueffier-d'Estroi. Alors, pourquoi cette seconde appellation? Eh bien, l'hôtel de Gueffier-d'Estroi porte le nom d'une famille namuroise importante, active déjà au XIIIe siècle, notamment dans le commerce du drap. Il faut savoir aussi que certains membres sont entrés dans la magistrature et au XVIIIe, ils font construire un hôtel particulier en plein centre de Namur. Nous nous trouvons actuellement dans cet hôtel particulier qui est véritablement caractéristique de l'architecture à la française. C'est un hôtel entre cour et jardin qui a connu plusieurs phases de construction. Le bâtiment, dernier mois, date du premier tiers du XVIIIe siècle et par contre, la façade à rue est érigée en 1768 par l'architecte Beaulieu. Il est transformé en musée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée? Eh bien, il faut remonter au XIXe siècle, c'est-à-dire en 1845, époque où la Société archéologique de Namur est créée par quelques Namurois qui souhaitent sauver leur patrimoine de la destruction et de l'oubli. Je cite notamment un certain Jules Borgnier, qui est le premier secrétaire de la Société archéologique de Namur et qui a véritablement eu un rôle de précurseur. Et à partir de 1845, il a rassemblé des collections, mais dans tous les domaines, dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de la bibliophilie, de la numismatique, de telle sorte que ces collections sont présentées à l'heure actuelle dans 3 musées et celles qui concernent le Moyen-Âge et la Renaissance sont présentées au musée provincial des arts anciens du Namurois. Quelles sont les pièces principales que l'on trouve dans ce musée? Eh bien, les pièces sont évidemment multiples. Je voudrais souligner évidemment notre collection d'art mosans, notamment ces pièces d'orfèvrerie exceptionnelles, ces phylactères du XIIe siècle qui sont véritablement remarquables et qui font la réputation du musée à l'étranger. Cette belle Vierge de Marche-les-Dames notamment, mais je songe à des fonds baptismaux en pierre également remarquables. Autre point fort de ce musée, ce sont ces retables sculptés, notamment. Nous avons également une salle au trésor avec les affiches des corporations de métiers. Ce sont des affiches en argent et en vermeil. D'autres pièces moins importantes peut-être, mais enfin qui font partie de notre passé artistique. Alors on va peut-être aussi évoquer la personne et l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, c'est Henri Blaisse. Quelle place Henri Blaisse occupe-t-il ici? Eh bien, sans être trop chauvin, je peux dire que c'est la collection de peinture la plus importante en Belgique, mais dans le monde, de tableaux d'Henri Blaisse, puisqu'on en réunit une petite dizaine. Ce sont des œuvres acquises, comme je vous l'ai dit, depuis le XIXe siècle, mais grâce à des efforts concertés entre la province et la Société archéologique de Namur, ces dernières années, on a pu compléter cette collection de manière assez significative. Alors Henri Blaisse est un personnage important dans l'histoire de la peinture. Il faut savoir qu'avant lui, bien, le sujet religieux s'étalait sur l'ensemble du panneau. À partir de Joachim Patenier et d'Henri Blaise, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire le paysage occupe une place prépondérante dans la peinture et le sujet religieux devient en quelque sorte anecdotique. Nous voilà transportés en bord de Meuse. Alors pourquoi l'historien que vous êtes nous a-t-il emmenés ici?
Eh bien, comme Joachim Patonnier, son aîné, Henri Blaise est d'origine mosane. Si Patonnier est, semble-t-il, de Dinan, Blaise est d'origine bouvinoise. Donc tous les deux ont bien connu le décor mosan et les rochers calcaires de la vallée qui dessinent très souvent des formes géométriques spéciales. Est-ce qu'on peut les resituer dans leur époque? Oui, donc Joachim Patonnier et Henri Blaise ont vécu au début du XVIe siècle, entre 1500 et 1550 probablement, à une époque où la vallée mosane est théâtre d'opérations militaires, notamment dû à des armées françaises qui ont envahi le sud du Namurois et qui sont responsables de la destruction de toute une série de petits châteaux dont on connaît bien les ruines aujourd'hui, à Poil-Vache, à Bouvignes ou encore à Montaigle. Cela va également avoir des incidences sur Namur. Namur, à la même époque, va être considéré comme le verrou des Pays-Bas, verrou d'une forteresse qui doit protéger les possessions espagnoles de Charles Quint face aux volontés belliqueuses de la France. Alors dans quelle mesure est-ce que Blaise a été influencé par ces paysages et puis par d'autres, plus loin, ailleurs? Oui, donc on peut dire que Blaise a été influencé par ces paysages et surtout qu'il a été un des premiers à les montrer sur ses toiles. Ce sont des paysages dans des rochers, mais aussi le long de fleuves et en bordure maritime. Et ça, c'est sans doute l'autre aspect de la vie de Blaise qui a une influence sur son œuvre, c'est que Blaise a travaillé la plupart de sa vie à Anvers, qui est bien évidemment le grand centre économique de nos régions, Anvers qui a supplanté Bruges et qui est une des plateformes de l'Occident vers les nouvelles colonies d'Amérique. Son œuvre est également influencée par l'Italie, c'est l'époque où les peintres allaient en Italie. Oui, tout à fait, c'est des paysages qu'on pourrait aussi retrouver dans certaines régions d'Italie. Et semble-t-il, Blaise est allé en Italie où il a reçu le surnom de Civetta, donc la chouette, la fameuse chouette que l'on retrouve sur la plupart de ses tableaux. On se trouve cette fois à l'intérieur du musée, devant un tableau signé Henri Blaise. Alors, de quoi s'agit-il? Ce tableau présente un paysage avec la parabole du bon samaritain. Le peintre a choisi un point de vue très particulier pour nous présenter cette histoire, puisque nous sommes comme le marcheur qui sortirait de la forêt et qui découvre le vaste monde. Vous parlez de paysage, mais ce n'est pas très réaliste comme paysage. Effectivement, c'est un paysage qui mélange les éléments naturalistes et les éléments oniriques. On pourrait d'ailleurs penser qu'il s'agit d'un souvenir, d'un voyage d'Italie qui reste hypothétique. Et à travers ce paysage, le peintre nous raconte une histoire. Mais comme vous le voyez, l'histoire, le caractère religieux du tableau est très minoritaire par rapport à la notion de paysage. Alors, la parabole, est-ce qu'il s'est directement inspiré de la Bible? Effectivement, si nous lisons le texte de la Bible, un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier en disant « Aie soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, c'est moi qui le payerai lors de mon retour. » Comment l'artiste a-t-il organisé son tableau? Le peintre a organisé son tableau en arc de cercle. Vous voyez un large mouvement d'arc de cercle qui va vers l'avant-plan. À gauche, vous avez les personnages qui sont dans l'erreur, le prêtre et le lévite, qui s'enfoncent dans la forêt obscure. L'arbre creux, le grand chêne, sert d'ailleurs de porte vers cette forêt obscure. Vers la droite, c'est la lumière. Et c'est dans cette direction-là que le Samaritain emmène son protégé. Le village est disposé sous la protection du château, perché sur le haut rocher fantasmagorique. Donc c'est un endroit où il fait bon vivre. Est-ce qu'il y a dans ce tableau des éléments qui permettent de dire à coup sûr que c'est un tableau signé Henri Blaise? Certainement.
À son habitude, Henri Blaise a repris des éléments puisés dans le visible et dans son imaginaire. Sa manière de faire est très caractéristique. Il travaille avec des éléments de composition qu'il va réutiliser et recombiner en fonction des besoins de la composition. Ainsi, nous avons toute une série de topiers, d'éléments caractéristiques et récurrents que l'on retrouve dans ce tableau et dans d'autres tableaux d'Henri Blaise. Il y a donc l'aiguille rocheuse, la forteresse, le hameau, le moulin, le chêne au tronc fendu, l'arche rocheuse naturelle, le grand frêne isolé, l'estuaire avec le port de mer. Cet étrange mélange d'éléments naturels et imaginaires nous fait encore rêver aujourd'hui. Et au fond, chaque tableau de Blaise est une invitation au voyage.